Les tribulations d'une jeune prof. Écrit et lu par Séverine Mazière. Chapitre 5, dans lequel je fais une première rentrée remarquée. Entre le lundi 26 et le vendredi 30 août, j'ai attendu vainement de connaître mon affectation pour mon premier poste en tant que professeur stagiaire de lettres anglais en lycée professionnel. Ça en jette ce titre, avec des majuscules au nom. Jeudi 29, n'ayant toujours rien au courrier, je décide d'appeler le rectorat de l'académie dans laquelle j'ai passé le concours. La pré-rentrée était prévue pour le lundi 2 septembre et la rentrée avec les élèves dès le mardi 3. Je n'ai donc plus de délai pour prendre contact avec mon établissement et mon tuteur de stage. J'espère seulement pouvoir rester dans mon académie, sinon cela impliquera en plus de déménager. Après plusieurs tentatives infructueuses, je finis par apprendre que, malheureusement, l'académie dans laquelle j'ai passé mon concours n'a pas mon nom sur sa liste de stagiaires. Cela signifie donc que j'ai été muté ailleurs. C'est la douche froide et la déception. Mais je n'ai pas le choix. Un prof va où on lui dit d'aller, c'est le jeu. Ayant formulé 5 vœux requis, je continue donc mes appels dans les autres académies voisines. Après une journée entière passée au téléphone, j'apprends que je ne suis retenu dans aucune de ces 5 académies. Et c'est désespéré que je dois attendre le lendemain pour appeler carrément la direction des personnels enseignants, DPE, de lettres modernes, à Paris. Là, les majuscules du titre me font moins rêver. Au mieux, je serai à 400 km de chez moi. La petite gamine campagnarde va devoir sortir de sa ferme. Vendredi 30 août fut une journée noire, passée à me morfondre devant un téléphone qui sonne, mais ne répond jamais. Je ne ferai pas ma pré-rentrée, je n'ai pas d'affectation, aucun courrier. Je ne sais pas qui joindre, ni où aller. Lundi 2 septembre, alors que je devrais être dans un IUFM en train de préparer ma rentrée du lendemain, je suis chez mes parents, devant mon téléphone, à essayer de joindre le service d'affectation des personnels. Mais rien, toujours aucune réponse. Ce n'est que mardi 3 septembre, jour de la rentrée avec les élèves, que le couperet tombe. « Mais madame, vous n'avez jamais passé le concours, vous ne l'avez jamais eu ?» Stupeur et tremblement. Abasourdi, on m'explique que je ne suis dans aucun fichier et que je ne suis donc pas affecté sur aucun établissement, d'aucune académie. Il y a forcément une erreur, j'ai le papier entre les mains, avec mes notes, qui dit que je suis admise. J'ai été reçue 185e sur 355. La dame au bout du fil perd de sa belle assurance. Elle ne comprend pas. Je ne suis pourtant affectée nulle part. Elle me demande mes coordonnées et m'informe qu'elle va se renseigner. Si ce que je lui dis est vrai, je recevrai par courrier mon affectation dans les prochains jours. En effet, jeudi 5 septembre, soit 2 jours après la rentrée des élèves, je reçois enfin une affectation, dans une académie qui ne fait pas partie de mes choix, et on m'y attend dès le lendemain, à plus de 3 heures de route de chez moi. Je me sens lésé, trahi. Les services de l'IUFM où j'ai préparé le concours m'ont indiqué que tous les autres stagiaires avaient obtenu un poste dans l'académie, alors que certains étaient moins bien classés que moi au concours. Cher lecteur, pour bien comprendre, c'est comme si on te disait que tu avais gagné le gros lot, mais qu'on allait te donner le lot de consolation à la place. Tu sais, la bouteille de piquette à la place du voyage au soleil. Mais c'est pas grave, l'essentiel c'est d'avoir participé. En tout cas, je ne compte pas me laisser faire, et je veux contester cette décision injuste. Je n'ai pas les moyens de déménager ainsi au dernier moment. J'ai toujours mon appartement d'étudiante. J'ai obtenu des notes qui me permettent de rester dans mon académie. D'autres stagiaires qui ont eu de moins bonnes notes sont restés, que des femmes. Je ne vois pas pourquoi, moi, je serais obligée de partir à cause de leur erreur. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, j'ai attrapé la varicelle. Oui, à 22 ans. À cet âge, c'est assez violent. Je suis couverte de boutons purulents de la tête aux pieds, fiévreuse, défigurée. Mon médecin me prescrit un arrêt maladie de 4 semaines.
Cela reporte donc ma rentrée à début octobre. Aussitôt, j'appelle le rectorat et mon établissement de rattachement en leur précisant que je suis en arrêt maladie et que je ne pourrai pas venir prendre mon poste. Bien entendu, mon interlocuteur, dans sa bienveillance, comprend tout à fait ma situation. Pour lui, j'ai fait un arrêt de complaisance, car je ne veux pas y aller. La varicelle, c'est tellement complaisant. Si l'on considère que mon généraliste n'a jamais vu une varicelle pareille et qu'il m'a prise en photo pour envoyer les clichés à un pote dermato, on peut penser qu'en effet j'étais très appétissante à regarder. J'en avais les dents qui se déchaussaient. C'est ragoûtant, n'est-ce pas? Je me serais bien vue devant des élèves de lycée professionnel pour entamer ma brillante carrière ainsi, de quoi avoir un surnom bien sympa collé aux godasses pendant 40 ans. Branle-bas de combat. Je rédige des courriers contestataires, m'informe auprès d'un syndicat et contacte le rectorat du lieu où j'ai passé le concours, indiquant que la directrice de l'IUFM m'a informé du fait que les autres stagiaires sont restés dans leur académie, bien qu'ils soient moins bien classés que moi au concours. Pas de problème, je dois venir me présenter à elle pour qu'on en parle. Je lui précise que je suis en arrêt maladie pour varicelle, mais elle n'a pas l'air de me prendre au sérieux à ce sujet. Le rendez-vous est pris. Je m'y rends le 20 septembre, accompagnée de ma maman. Je suis toujours convalescente et pas du tout en état de conduire pendant 1h30 toute seule. Sur place, la rectrice m'accueille, aussi chaleureusement que possible, en me tendant une chaise, de loin, comme elle l'aurait tendue à une lépreuse. Force est de constater que mon arrêt maladie n'est pas complaisant, mais plutôt déplaisant. Passé le premier effroi, en découvrant mon visage encore tuméfié, elle m'apprend alors que ma demande suit son cours, que je vais être rattachée administrativement dans son rectorat, mais que pour le moment, elle n'a pas d'établissement à me proposer. De toute façon, mon arrêt maladie se termine le 1er octobre. Elle m'invite donc à faire ma rentrée à l'IUFM à l'issue de celui-ci, le mercredi 2 octobre. Je serai en formation les mercredis et jeudis, et dans mon établissement les lundis, mardis et vendredis. C'est donc par un beau mercredi 2 octobre 2002 d'automne que je fais ma première vraie rentrée scolaire dans mon académie à l'IUFM. J'ai encore quelques traces disgracieuses de varicelle et je sens bien que je suis observée comme une adolescente bourgeonnante, mais enfin, je suis prof. On m'a aussi indiqué la veille mon rattachement dans un établissement de la ville. Je m'y présente donc le jeudi 3 en début d'après-midi sur autorisation de la directrice de l'IUFM. Le proviseur n'est pas très amène, ni très souriant. De toute façon, je n'ai pas d'élève pour vous, ni de tuteur. Il faudra donc revenir demain matin. Je dois réfléchir à ce que je vais faire de vous. Je n'ai pas demandé de stagiaire supplémentaire. Je le comprends bien. Gérer un stagiaire dont on n'a pas besoin, ça n'est rien de réjouissant. Mais je n'y suis pour rien si un fichier informatique a été écrasé et que mon nom a disparu. Je ne suis pas responsable des erreurs, ou de l'incompétence, des services de concours, et je ne demandais qu'un poste en accord avec mes résultats au concours. Le lendemain matin, 8h moins le quart, j'arrive devant la salle des profs. C'est mon premier jour ici. La porte est fermée et je vais commettre ma première erreur de débutante. Je frappe à la porte. Une collègue vient m'ouvrir. J'arbore mon plus beau sourire et lance un « Bonjour !» jovial, bien vite rabroué par un « Qu'est-ce que tu veux? La salle des profs est interdite aux élèves. » Inepte, je bredouille une excuse. « Mais j'ai un casier, je pense, je suis stagiaire. » La porte s'ouvre finalement. Voici mes nouveaux collègues. Cette entrée en matière restera gravée pour le reste de l'année dans la mémoire de ceux qui étaient présents à ce moment-là, et j'ai souvent été chahutée. C'est celle qui frappe à la porte de la salle des profs, ha ha ha. La sonnerie retentit, mais je n'ai pas cours, puisque je n'ai pas d'élèves. J'ai rendez-vous avec le proviseur qui a essayé de trouver une solution. J'aurai donc la moitié d'une classe de seconde secrétariat en français, partagée avec un stagiaire de lettres-histoire, et une autre moitié de classe de première bac pro commerce en anglais, partagée avec celui qui doit être mon tuteur. Le proviseur me propose d'ailleurs de le rencontrer à 14h. Il n'a pas cours le vendredi matin, mais il sera là, avec les premières en question, à 15h. Bien entendu, à 14h, il n'est pas là puisque personne ne l'a prévenu.
Et à la sonnerie de 15 heures, je suis dans le couloir de sa salle de classe. J'attends avec ses élèves qu'il arrive pour le cours. Un groupe de garçons m'observe et deux d'entre eux, plus hardis sans doute, se dirigent vers moi. L'un d'eux se hasarde. « Tes nouvelles, tu viens dans notre classe ?» Je n'ai pas le temps de répondre que le collègue arrive, me salue et demande aux élèves de se ranger. Tous obtempèrent. Il ouvre la porte de sa salle et fait entrer tout le monde. Pendant ce temps, il m'avertit. « Pour cette première heure, tu peux assister à mon cours. Je garde la classe entière. On finit la leçon et tu pourras commencer lundi. » En même temps, je n'avais pas imaginé autre chose. Je n'ai encore rien préparé et je ne sais pas vraiment ce que je dois faire. Quand les élèves sont installés, il me présente à la classe. « Voici Madame Mazière. À partir de lundi, les options grande distribution auront cours d'anglais avec elle. Les options produits frais resteront avec moi. » Stupéfaction des élèves qui tentent de comprendre. « C'est une prof ? Pourquoi nous on va pas avec elle ? On va changer d'emploi du temps ? Ce sera dans quelle salle, madame ? » Mais la discussion est rapidement stoppée par mon collègue. Je suis impressionné par sa poigne. Je ne sais pas si j'aurai la même. À la fin du cours, deux garçons viennent me voir, un peu gênés. C'est Aziz et Mohamed, les deux élèves qui m'ont prise pour une nouvelle. « Et madame, on est désolé, on ne savait pas que vous étiez prof. Vous êtes vachement jeune, c'est pour ça. Vous nous collerez pas, hein ?» Je découvrirai quelques jours plus tard, sur la liste des élèves, qu'Aziz est né 15 jours après moi seulement. Il a 22 ans, lui aussi. Mais il m'appelle Madame. Fichtre, Madame. J'ai l'impression d'avoir 40 ans et 3 gosses d'un coup. J'ai suivi mon collègue en salle des profs après le cours. Pas très bavard. Il m'a seulement indiqué qu'on lui avait collé une stagiaire et qu'il n'en voulait pas. Il partageait sa classe, mais c'était tout. Bilan du premier jour de cours de ma vie de prof. Des collègues et des élèves qui me prennent pour une élève. J'affichais pourtant un beau cartable de prof en cuir marron tout neuf. Pas de tuteur de stage, pas de salle de cours, ni de code de photocopieuse. Et oui, cher lecteur, c'est aussi ça la vie de prof. Le travail en équipe, le soutien et l'accompagnement des jeunes qui débutent leur carrière. Voilà, c'était le chapitre 5 des tribulations d'une jeune prof. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si cette histoire vous plaît et si vous auriez envie de connaître la suite. Abonnez-vous à ma chaîne également pour lire les autres histoires. À bientôt!